Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de cette première étape de Tirreno Adriatico. Comme d'habitude en 4 contre-la-montre, on va partir du dernier concurrent jusqu'au premier concurrent. Et on montrera un petit peu comme ça ce classement, voir ceux qui ont eu du mal à performer, puis ceux qui ont fait un très très bon contre-la-montre du côté de Lido dit Camioret, où on a évité quand même la pluie, ce qui était un peu le risque. Moi, normalement, j'avais vu qu'il ne devait pas y avoir de pluie. Mais il semblerait que, voilà, du côté de Steve Chenel, on avait d'autres informations. Bon, il semblerait que mes informations étaient meilleures que celles de Steve Chenel. On a réussi à éviter la pluie. La chaîne météo, ça marche quand même plutôt pas mal au niveau des prévisions météo. Bon, eh bien, on commence tout de suite. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent, notamment des vidéos cyclisme. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks, ça se passe dans les commentaires. Vous pouvez également rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent. On commence tout de suite donc par déjà deux coureurs qui n'ont pas pris part à ce contre-la-montre. Le premier, eh bien, c'est Louis Barret. Louis Barret qui... il semblerait qu'on l'ait appelé à plusieurs reprises sur la ligne de départ, mais qu'il ne soit jamais parti. Alors, est-ce qu'il est donc peut-être qu'il n'était même pas dans le bus, mais il semblerait que si c'est un forfait de dernière minute. S'il a raté le départ, c'est un petit peu con parce qu'en ce moment il est en grande forme, le coureur de l'Intermarché, donc peut-être un petit peu malade, Louis Barret. Après, ça serait dommageable après un bon début de saison. Du côté de Tom Paco, normalement il devrait être hors délai, Tom Paco. Parce que c'était 15-21. Alors je ne sais pas à combien de temps s'est fait le leader, on vérifiera. Mais de toute manière, Tom Paco est tombé très violemment sur le parcours, hein, selon les informations de Eurosport. Donc il est tombé à forte vitesse, Tom Paco. Donc on va voir ce que ça va donner pour le Belge, mais c'est pas une bonne nouvelle. Et puis James Shaw également qui n'a pas pris le départ, mais ça c'était indiqué un petit peu plus tôt. Ça n'a pas été une bonne journée pour le VF parce que sur Paris-Nice c'est Asgreen qui a abandonné ou qui n'a pas pris le départ, je ne sais plus. Donc voilà, sur chacune des deux courses, ils ne sont plus au complet. Parmi les derniers coureurs, bon, vous voyez, Eulalio, qui peut-être dans les années à venir voudra jouer le classement général des courses par étapes, eh bien il faudra faire les chronos à fond, parce que là quand on finit à 2 minutes, c'est qu'on ne l'a pas vraiment fait à fond. Fortunato, mauvaise nouvelle pour le coureur d'XDS Astana, parce qu'un classement général, ça permet de marquer beaucoup de points, et que là, en ayant pris 2 minutes d'entrée, ça risque d'être compliqué. Alors après, Fortunato, le contre-la-montre, c'est vraiment pas une histoire d'amour, ça fait partie des coureurs qui sont les plus mauvais. Là, il l'a peut-être pas fait à 100% non plus, Fortunato, mais Astana risque de ne pas marquer beaucoup de points sur cette épreuve, et c'est bien dommageable pour cette formation qui essaye d'aller marquer des gros points. Mais c'est vrai que sans Scaroni, déjà on part avec une opportunité de moins. Et puis ouais, Fortunato là aujourd'hui 2,02. C'est pas exceptionnel du tout. Alors, après 2 minutes, s'il arrive à garder cet écart-là jusqu'à la fin, s'il a 2 minutes au général, il sera peut-être dans le top 10. Mais bon, c'est quand même un très très mauvais départ pour lui. Bon, Woodpulse, qui je pense ne le faisait pas à Poufon, ancien coureur de la Bahreïn, désormais chez Astana, pour ceux qui auraient négligé de regarder les vidéos de présentation ou qui auraient oublié, ce qui est tout à fait normal. Du côté de Woodpulse, Novak, Tomeati, par exemple, Olaf Koy. Bon, après, on voit Koy l'a pas fait à fond. On a également Paul Magnier qui ne l'a pas fait à fond du côté des sprinteurs. La plus grosse surprise, c'est Paré Peintre. On aurait peut-être pu se permettre chez Soudal Quick-Step de laisser un Paré Peintre le faire quand même un minimum à fond. Parce que là, une 50, ça fait quand même beaucoup, je pense, de retard. Même si Paré Peintre n'est pas forcément un grand coureur de contre-la-montre.
Je pense quand même qu'on perd beaucoup de temps, 1 minute 50. C'est dommageable du côté de Soudal Quickstep, parce qu'on aurait pu jouer sur 2 cartes, à la fois Landa et à la fois Paris Peintre. Bah, on pourra jouer qu'avec Landa. Et ouais, c'est dommage, Paris Peintre qui a perdu beaucoup de temps aujourd'hui. Le coureur français, 1,50. Là aussi, hein, si Paris Peintre veut progresser, il faudra travailler le contre-la-montre, hein, c'est une obligation. Donc Magnier, lui, ne l'a pas fait à fond. Le coureur français, Sam Bennett non plus, Van Der Poel non plus. Hein. Van Der Poel qui a eu des propos très bizarres hier en conférence de presse. Il parlait notamment de Pogacar. Et il disait grosso modo, il voulait plus faire l'Estrade Bianche parce que pour lui, c'est une course réservée aux grimpeurs. Ouais. Alors, je suis pas vraiment convaincu. Hein. On voit que Pidcock, par exemple, fait deuxième. Van Der Poel, il y a encore pas si longtemps, il a gagné cette course. Hein. C'était il y a 4 ans. C'est pas il y a une éternité. Et il y a 4 ans, le troisième, c'était déjà Egan Bernal, qui était un grimpeur. Ça a jamais été... C'est pas Paris-Roubaix, mais c'est pas non plus une course réservée aux grimpeurs. Enfin, sinon, David Gaudu, il aurait fini dans le top 10. Hein. Donc, ouais, peu surpris des propos de Van Der Poel, qui a eu des propos très bizarres en conférence de presse avec Pogacar. Je sais pas trop ce qu'il avait fumé, Van Der Poel, mais bon, c'était pas... Ouais, je suis pas sûr qu'elle était très intéressante cette interview-là déjà, mais en plus, il s'est pas donné une belle image. Je pense très clairement, parce que, bon, Van Der Poel, c'est peut-être plus pour pas avoir... affaire à Pogacar qu'il n'est pas venu sur l'Estrade Bianche, et ouais, pour avoir des jours d'entraînement en plus du côté du néerlandais, mais je pense pas vraiment, parce que c'est pas une course pour les coureurs de classique. Et puis on peut être coureur de classique et bon grimpeur, hein. Regardez Jorgensen par exemple. Esteban Chavez, bon, qui n'a jamais été non plus un spécialiste des chronos, hein, Esteban Chavez, une 46 de perdu aujourd'hui. Bon, pas de surprise, hein, on travaille plutôt pour Carapaz du côté de Chavez. Plus une surprise, Quintana, je m'attendais... alors, je ne sais pas s'il l'a fait à fond ou pas. Je me dis quand même qu'il a dû le faire un minimum à fond. C'est une Quintana, on nous disait, oui, bah, il veut se tester pour le Giro, hein, en gros sur Tirreno Adriatico. Alors, il a peut-être perdu du niveau sur le chrono, mais c'est vrai que c'est un chrono sur le plat, c'est pas forcément ses chronos préférés. Lui, il est très fort sur les chronos en bosse. Quintana, malgré tout, une 43 de perdu. Il était meilleur sur le chrono à une époque, Nairo Quintana, hein, donc soit il nous a un peu pipoté, soit il n'est pas dans une grande condition physique, soit il a vraiment perdu le mojo sur le contre-la-montre, mais ouais, c'était pas exceptionnel. Il a perdu le mode d'emploi du vélo de chrono, je sais pas, mais là c'était loin d'être exceptionnel pour Quintana qui partait dans les derniers. Donc Ghana part dans les derniers, il fait le meilleur temps, donc voilà, il avait des conditions similaires à Ghana, donc normalement c'était des conditions qui n'étaient pas vraiment mauvaises. Coquard, parmi les sprinters, un peu mieux que les autres. Coquard, hein. Pinarello, bon, comme je dis toujours, hein, dans les équipes de deuxième division, le contre-la-montre, c'est pas la priorité. Donc on le fait pas forcément à fond. Enfin, on le fait parfois à fond, mais pas forcément avec du matériel de bonne qualité, ou parfois on s'entraîne pas. Donc même si on le fait à fond sans s'entraîner, ça peut être compliqué, hein, pour le grimpeur italien. Valentin Ferron, Quentin Paché, Renaud Vegan, une 32, un peu mieux que d'autres. Voilà, Bétiol aussi, une 30. Avec Capiot aussi, une minute 30 aujourd'hui sur ce contre-la-montre. Et Paul Penouet, une 28, ça veut dire que les jambes sont peut-être plutôt pas mal. Du côté de Paul Penouet, Aramburu, suivi, hein, par Cédric Vasseur, qui aimerait bien qu'il y ait des résultats à partir de maintenant du côté d'Alexandre Aramburu. Je ne sais pas si vous avez vu cette interview sur la page YouTube de Cyclisme Actu. Une interview de Cédric Vasseur où il parlait du début de saison, il parlait notamment d'Alexandre Aramburu. Tu sens qu'il y a un salaire du côté d'Aramburu. Ça serait bien de le justifier, le salaire, avec des résultats. Je pense que moi j'ai vu dans cette idée-là. On poursuit en Louis Saolar, par exemple, si on remonte rapidement, Fuglsang, Samuel Guez, Attila Walter, une 20.
du côté d'Attila Valter, mais c'est pas lui le leader de cette formation, très clairement. Et puis on a Valentin Madouas, une 18, hein, Madouas, la Groupama a pas vraiment été performante, hein, parce que vous voyez que Madouas, une 18, et Gaudu, 1 minute 15, la chute sur la course a dû avoir des conséquences du côté de Gaudu, cette chute sur l'Estrade Bianche, parce que là le chrono n'était pas exceptionnel, alors peut-être des courbatures, 48 heures après une grosse chute, hein, c'est toujours un petit peu compliqué. Peut-être de la fatigue du côté de David Gaudu suite à cette chute, peut-être voilà, des petites brûlures pour le coureur français, mais qui n'a pas fait le meilleur chrono de sa carrière. Après, c'est vraiment un chrono de spécialiste, c'est un chrono où il faut être en capacité d'envoyer des gros braquets. Le problème de Gaudu, c'est que c'est un petit gabarit, donc pour envoyer des gros braquets, c'est un peu compliqué. Moi, j'avais l'impression qu'il tenait vraiment la position, qu'il essayait de le faire à faux. Donc c'est peut-être tout simplement parce que là, physiquement, il était un petit peu handicapé. David Gaudu, Kiana Uttebrook, tiens, juste derrière. Les deux vainqueurs du Tour de l'Avenir, l'un derrière l'autre. Tobias Allan Johannesson et Kiana Uttebrook, un petit peu dans la même situation en passant les deux. Hein. On peut comparer pour le moment leur carrière. Une première année pas mal, et puis bon... Derrière, Tobias Allan Johannesson, il prend les échappées sur le Tour de France, mais on pouvait s'attendre un petit peu mieux. Et puis, une année 2024 qui a été très compliquée pour l'un comme pour l'autre. Ouais, c'est pas du grand Kiana Uttebrook, ça très clairement. Même si c'est pas un pur spécialiste du chrono, il est capable de faire mieux. Tobias Allan Johannesson, là j'ai moins de repères pour lui. Mais Uno X maintenant peut plus se cacher derrière ses vélos, ils ont des vélos Radley. Uttebrook, Johannesson, c'est loin d'être exceptionnel pour les deux. Surtout que au final, ils finissent avec très peu de marge sur David Gaudu, voire pas de marge sur David Gaudu, qui pourtant est tombé, et lui a des circonstances un petit peu atteignantes, ce qui n'est pas forcément leur cas aux deux. On poursuit avec d'autres coureurs. Uttebrook, Zana, une 12 au niveau de Rafał Majka. Et puis on a Kwiatkowski. Kwiatkowski qui est tombé, grosse blessure à l'avant-bras. Je me disais, putain, je sais pas comment il a fait pour tenir la position même de contre-la-montre. Parce que vu comment le bras était amoché du côté de Kwiatkowski, je sais pas si vous avez vu cette photo sur Twitter en match début. Elle a dû passer également sur Instagram. Mais Kwiatkowski, il est bien tombé sur l'Estrade Bianche. Grosse ouverture au niveau de l'avant-bras. L'avant-bras, au niveau des prolongateurs, c'est pas l'idéal. Donc ça peut vous faire passer une mauvaise journée. Et je dirais qu'il s'en sort plutôt pas trop mal, Kwiatkowski, avec cette blessure. Donc non, c'est plutôt pas mal. Pour le coureur polonais, Carapaz, une 0,9 par rapport à Ghana, donc il y a quand même une grosse perte par rapport à Ayuso ou à un Kevin Vauquelin. Pas une surprise, Carapaz, le chrono, c'est pas sa spécialité du tout, c'est pas quelque chose qu'il apprécie. Là, c'était vraiment un exercice de puissance pure, c'est pas ce qu'il affectionne le plus, Richard Carapaz. Donc la perte de temps, je dirais, elle est normale, et c'est même pas si catastrophique que ça quand tu regardes un petit peu les coureurs qu'il y a à côté. Il est quand même devant Uttebrook, il est devant Gaudu qui est tombé, mais il est devant Rubio aussi, le coureur de la Movistar. Donc il y a quand même pas mal de monde un petit peu derrière lui. Donc je dirais qu'il peut se satisfaire de ça du côté de Richard Carapaz. Dans les mêmes temps, vous avez également Davide Piganzoli, le coureur de Polti Visite Malta, mais là encore, alors eux ils sont sur des vélos à Rome, les vélos de Contador, peut-être des vélos où il n'y a pas encore un énorme développement dessus, très clairement du côté de Piganzoli, et une 0,9 ça fait un peu beaucoup, mais là encore, dans les équipes de deuxième division, c'est pas forcément l'exercice qu'on travaille le mieux. Puis on voit Stone Mittet également 62e, le coureur de la Decathlon,
AG2R. On remonte un petit peu, Carapaz et donc Thomas Pidcock. Une 0,7 aujourd'hui, Thomas Pidcock. Je pense qu'il l'a fait à fond. Mais alors, le cadre Scott, il est absolument pas le meilleur au niveau aéro, hein. Je sais pas si vous avez regardé un petit peu, contrairement au cadre Vivier, qui est maintenant énormément inspiré du cadre de chez UAE, notamment le cadre Vivier, avec notamment le bidon au niveau du pédalier. Pidcock, on est sur un cadre, je dirais qu'il y a même des cadres aéro de vélo de route qui sont plus efficaces, j'ai l'impression, au niveau aérodynamique que ce cadre-là, Scott. Donc après Scott, ils étaient à une époque avec Mitchelton, hein. Si l'équipe Jayco a décidé, enfin voilà, ils auraient pu être dans d'autres formations World Tour. Aujourd'hui, tu sens que le contre-la-montre, c'est pas leur spécialité et c'est pas forcément du matériel qui est énormément travaillé. Donc au bout d'un moment, Pidcock, il peut pas faire des miracles non plus dans ce genre de conditions. Anthony Delaplace, pas mal, hein, dans le top 50 aujourd'hui pour le coureur d'Arkea. On remonte avec Adam Yates. Ouais, une 0,3, c'est une grosse perte de temps, je trouve, pour Adam Yates. Surtout si vous comparez à Landa. Landa, c'est pas un spécialiste du chrono. Il y a une seconde d'écart entre les deux. Caruso, il est quand même plus proche de la fin de carrière que du début. Quand tu regardes un petit peu les temps de ces deux coureurs, tu te dis, du côté de Coco, c'est vraiment loin d'être exceptionnel pour Adam Yates. Et surtout, comparé au temps d'Ayuso, il y a presque 30 secondes d'écart, plus de 30 secondes d'écart avec Ayuso. Donc c'est sûr que c'est pas l'idéal pour démarrer une semaine de compétition où on sait très bien qu'il va y avoir une guerre entre les deux. La guerre elle a un peu déjà commencé dans les médias. Avec Adam Yates qui a dit c'est moi le leader sur le Giro et tu feras grosso modo ce que je te dis. En gros, les deux sont pas les meilleurs amis du monde depuis le dernier Tour de France, hein. Il faudra voir comment ça va se passer. Mais Adam Yates, loin d'être exceptionnel aujourd'hui, et surtout si on compare au chrono de son frère par exemple, ou même d'un Landa, c'est loin d'être dingue. Hirschi, Damian Ossen aux alentours de la minute, hein, pour les deux. Je dirais que Hirschi change de vélo, hein. Avant il était sur les vélos Colnago, maintenant il est sur le vélo BMC. Alors même si BMC à une époque était avait la réputation de faire des très bons vélos de chrono, c'est plus un vélo de chrono forcément du World Tour. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être encore un peu de travail à faire du côté de Marc Hirschi, et puis je pense pas qu'il avait fait d'autres chronos avec ce vélo. Donc là aussi, il y a peut-être encore un travail sur la position à effectuer du côté de Marc Hirschi, donc de Manasson, avec la Q36, 35e à la minute. Yann Izaguirre, toujours là, Yann Izaguirre, je dirais qu'il est à sa place, le coureur espagnol, 32e. Voilà, il a sa place, il est pas très loin des meilleurs en plus, hein, parce que certes Ayuso a fait des très bons chronos, mais on voit qu'ensuite c'est assez serré. Ciccone, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bien Ciccone sur ce chrono. Donc pour moi, vraiment, il est dans le top 30, hein, Ciccone. Donc non, c'est un très très bon chrono, hein, du coureur italien qui avait déjà été pas mauvais sur l'UAE Tour, mais sur un chrono qui est un petit peu plus court. Alors lui, il avait déjà utilisé le vélo de chrono, hein, par rapport à d'autres coureurs, mais non, c'est vraiment vraiment bien, hein, du côté de Ciccone. Sur un parcours comme celui-là, il finit à moins d'une minute. Moi, je le voyais plutôt finir à une 10, une 15. Donc non, c'est vraiment un très bon chrono, hein. Ciccone, c'est vraiment pas un expert du chrono, c'est vraiment pas mal. Simon Yates, ouais, 55 secondes. Alors l'avantage, c'est que Hülkenberg a été moins bon. Là aussi, hein, du côté de Simon Yates, on est habitué à certains types de vélos, on change de cadre, on change beaucoup de choses en allant chez Visma. Donc il faut se réhabituer à tout ça. Il y a peut-être encore du travail à effectuer sur son vélo. Et puis Pello Bilbao, 27e, oui, il a sa place aussi, hein, Pello Bilbao qui a été champion d'Espagne du chrono, mais qui n'est pas forcément le meilleur dans la discipline. Romain Grégoire, 23. Il a fini à combien de Vauclin? Ouais, il finit à 12 secondes de Vauclin, ce qui est pas mal, à 10 secondes de Benjamin Thomas. Ouais, non, c'est pas mal du tout du côté de Romain Grégoire. On sait que c'est un exercice qu'il aime bien, Romain Grégoire, hein. Le contre-la-montre, c'est vraiment un exercice où il est à l'aise, même sans vraiment travailler cette discipline. Pas très loin de Benelli, par exemple, qui a des belles dispositions. Non, c'est vraiment un bon chrono, hein, de la part de Romain Grégoire, être dans le top 30
sur un parcours comme celui-là, c'est vraiment pas mal du tout. Benelli, donc 20e. Oui, là aussi, chrono intéressant. Ça montre que les jambes sont pas mauvaises du côté de Benelli, parce que pour moi, il est pas loin d'être à son meilleur niveau du côté des contre-la-montre. Donc ça, c'est plutôt très intéressant de ce côté-là. Gillard, c'était un peu long pour lui. Lui, il aime les prologues. Là, on n'était pas sur un prologue, on était quand même sur un exercice d'un quart d'heure. Donc ouais, Michael Gillard, c'était un peu trop long pour ce coureur. Dunbar, toujours bon sur les chronos Dunbar. Donc pas vraiment de surprise de le voir aux avant-postes. On sait que c'est un exercice qui lui correspond bien. Au coureur irlandais, il était même vraiment très bon dans cet exercice chez Ineos. Donc non, c'est toujours une de ses qualités devant Benjamin Thomas. Très bon chrono de Thomas parce qu'il est à 2 secondes de Vauquelin. Pour moi, Vauquelin est meilleur que Benjamin Thomas sur le chrono, donc c'est vraiment très intéressant avec Asparen. Vauquelin, presque déçu. L'écart est important quand même. Je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus proche de Ayuso par exemple. Là, il y a quand même quasiment 20 secondes par rapport à Ayuso. Ça fait quasiment 2 secondes du kilomètre, donc c'est un peu beaucoup pour Kevin Vauquelin. Alors ça reste un bon résultat, mais c'est vrai que j'aurais préféré qu'il soit au niveau de Cataneo et d'Eric G. Là, il est un peu plus loin. Alors après, il est parti parmi les premiers de Vauquelin. C'est le premier leader à s'être élancé. Oui, sans repère, forcément chronométrique, mais peut-être que les conditions étaient au final un petit peu meilleures, notamment sur la deuxième partie de course. Lui, il avait peut-être un petit peu moins de vent dans cette portion-là, et on sait que c'est sur ce retour où certains coureurs ont été extrêmement efficaces. Del Toro, oui, il a fait le chrono à fond du côté du AE, ça veut dire qu'on a plusieurs cartes quand même chez UAE. On n'a pas qu'Adam Yates, on n'a pas que Juan Ayuso, on fait confiance également à Isaac Del Toro, qui est plus discret que l'an dernier, Del Toro, sur cette première partie de saison. C'est vrai qu'on l'avait énormément vu, mais je pense que l'idée de Del Toro cette année, c'est de faire une saison complète. Or l'an dernier, c'est vrai qu'à partir de la mi-saison, ça a été plus compliqué pour lui, donc il y a peut-être un objectif de ce côté-là. Varechkjold, ça veut dire déjà que le vélo Ridley il marche bien pour Varechkjold, tout simplement avec ce vélo de chrono par rapport au DER. Non, on sait que c'est comme Milan, c'est des sprinters qui sont très bons dans cet exercice-là, donc c'est pas une surprise de les voir performants. Ça montre quand même que Varechkjold a des super jambes. Il avait remporté le Blatt, mais là il confirme que les jambes sont très bonnes, et donc il faudra faire attention à lui sur le sprint de demain. Et puis donc on retrouve ensuite Cataneo, que j'avais un peu oublié pour tout vous dire, dans la liste de départ. Ça me semblait un peu plat pour lui, mais il s'en est très très bien sorti. Derek G, on sait qu'il est bon sur le chrono, Derek G, surtout lui il l'avait utilisé le vélo de chrono du côté de l'Espagne, donc voilà, il avait déjà des repères avec ce vélo. Et puis Milan, Tiberi, très bon. Très très bon Tiberi, avec un retour vraiment costaud sur la deuxième partie de course, parce que à ce moment-là, on n'avait que le temps de référence de Price Peterson, mais il avait un peu de retard au premier intermédiaire, et il est revenu comme un poulet de canon sur Price Peterson. Vraiment très solide. Price Peterson, toujours pas le maillot de champion du Danemark. On sait qu'il y a un imbroglio entre la fédération et l'UCI, parce que l'an dernier, il avait fini en tête, sauf que il avait pris une voie cyclable au lieu de prendre la bonne route, ce qui avait été sanctionné, vu qu'il était sur le trottoir et pas sur la bonne route. On considérait qu'il n'avait pas fait le parcours, sauf qu'après coup, on a vu qu'il n'avait pas pris d'avantage, que certains ont dit que c'était mal indiqué. Donc il y a eu on a redonné le maillot à Price Peterson, on a redonné le titre à Price Peterson. Le problème, c'est que ça n'a pas été officialisé par l'UCI. Donc pour le moment, en gros, on a 2 champions du Danemark. Et c'est un petit peu le problème, sur les contre-la-montre. Et puis Juan Ayuso, comme je le dis toujours, je le compare à Contador. Contador était très bon sur les chronos, surtout à l'époque Astana. Après la vache qui mangeait du plastique, c'était plus compliqué pour Alberto Contador, mais il était dans son début de carrière. Ayuso, pour moi, il a le même début de carrière que Contador. Mais Contador, il était très très fort sur les chronos, et on sait que Juan Ayuso, là aussi, sans forcément travailler
à cette discipline-là, il arrive à être performant. Alors oui, comme Ghana, ils ont dit on n'a pas bossé, sauf que les qualités sur le contre-la-montre, tu les perds pas non plus. Donc, certes, tu n'as peut-être pas bossé, mais la position, tu l'avais déjà. Voilà, le coup de pédale, tu l'avais déjà. Donc oui, tu n'as peut-être pas roulé totalement sur le vélo de contre-la-montre, tu as peut-être perdu 2-3 automatismes, mais bon, tu n'es pas devenu mauvais sur le contre-la-montre entre-temps. Et puis Ghana, oh, bah, Ghana aujourd'hui, je pense qu'il avait envie de marquer, de faire un très bon résultat, parce que certes, bon, pour s'enlever de la pression, hein, il a dû dire oui, je vais travailler la montagne, je vais pas trop travailler le contre-la-montre. Ça, c'était pour s'enlever énormément de pression, je pense, voilà, avant cette première étape, ici en Italie, parce que quand on est champion d'Italie du contre-la-montre et qu'on a fini deuxième des championnats du monde derrière Remco Evenepoel, voilà, c'est forcé qu'on ait la pression, mais là, il a voulu un petit peu se retirer de la pression. Bon, en gros, il voulait taper du poing sur la table. Là, il pouvait en profiter en plus parce qu'il n'y avait ni Pogacar, ni Vingegaard, ni Remco Evenepoel. Donc, autant dire que tu as enlevé quand même 3 énormes épines du pied à Filippo Ganna, qui n'avait pas non plus du Stephen Kung, qui n'avait pas non plus... voilà, il y avait Ayuso, mais il y avait quand même pas mal de coureurs qui n'étaient pas au départ. Et du côté de Filippo Ganna, ça s'est plutôt extrêmement bien passé sur ce contre-la-montre, en tête au premier intermédiaire de peu. Face à Ayuso, c'était assez serré avec Ayuso. Je sais plus s'il était pas même en retard avec Ayuso, il n'y avait pas 2 secondes d'écart, enfin il était quasiment au même temps. Et sur le retour, bon bah là il a fait une démonstration, je pense qu'il en a gardé un petit peu sous le coude et qu'il a vraiment lui réussi à réaccélérer. Et puis c'est le type d'effort où 12 minutes, bon ça reste assez proche d'un effort c'est que 3 poursuites, donc en gros c'est des efforts qu'il maîtrise. Filippo Ganna, Ayuso, c'est peut-être un petit peu court pour lui. Donc oui, avec 12-17, normalement, notre ami belge doit être hors délai. Mais peut-être qu'il est conservé dans les délais Tom Paco, parce que comme il est tombé, c'est peut-être pour ça qu'on l'a gardé au niveau des délais. Mais certains ont dû passer limite. Hein. Zamoncello et d'autres, ça a dû être léger au niveau des délais. Il faudra vérifier ça ce soir, enfin demain, si tout le monde peut repartir. Du côté du classement général, bah, c'est le même. Hein, donc Ganna, Ayuso, Price Peterson. Le maillot vert, c'est Filippo Ganna devant Juan Ayuso et Price Peterson. Le maillot blanc, c'est Juan Ayuso devant Tiberi et Jonathan Milan. Mais il va y avoir un beau combat avec Tiberi, notamment pour le classement. Et puis Vauquelin pourrait être l'arbitre de tout ça. Puis le classement par équipe, c'est Ineos qui s'en sort le mieux devant UAE, Sheiko, Uno X, Lidl Trek. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Nous, on se retrouve donc demain. Présentation de Tirreno Adriatico. On va essayer de la faire vers 9h30, 10h, la mise en ligne. Et puis, on se retrouvera demain soir pour faire le débrief de cette journée. Allez, ciao, ciao sur la Mec Production.